Ils ont quand même pris 8000, donc ils ont fait quand même, rien qu'en sur le montage, x8. x8 sur 20 ans, c'est un bel investissement. En fait, une petite rallonge de trésorerie pour pouvoir acheter les murs. Donc ce qu'on a fait, et ce qui est totalement légal. Donc tu as fait un vrai professionnel, pas un professionnel Non, un peu non. au doigt mouillé. Non, et puis en plus, alors ça c'est la meilleure des remarques. Il vaut mieux pas pipoter un banquier parce que mine de rien, il a l'habitude de voir vos activités et il sait à peu près une activité commerciale, la marge, etc. Faut pas non plus être déconnant. Si tu avais un conseil à quelqu'un qui veut faire pareil, le conseil ultime. Aujourd'hui, on va vous montrer comment Angefi a acheté ses bureaux à 1 200 000 €. Et comme d'habitude, chez Angefi, il n'y a pas de secret. Tout est là et c'est le dossier que JP a envoyé à son banquier il y a 6 mois. On va vous les partager. Les liens sont dans la description. Et sans plus tarder, JP va nous raconter comment il a pu convaincre son banquier. Jean-Philippe, ça fait 6 mois que tu as acheté cet appartement? Alors ça fait 7 mois qu'on est sur le dossier et réellement depuis août, parce que tu sais le montage bancaire, etc. Et depuis 15 jours, mais tu étais là d'ailleurs, on est dans ces nouveaux bureaux. Et du coup, avant toute chose, tu peux me dire qu'est-ce que c'est Angefi? Ok. Angefi, rapidement, depuis le 18 mars 2022, cabinet de conseil en gestion patrimoine, qui a évolué, puisqu'aujourd'hui on fait du conseil juridique, du courtage en prêt. L'idée est assez simple. Pour pitcher l'idée, tu es une personne qui a envie d'avoir du conseil d'un avocat, un expert comptable, un notaire ou un conseil fiscal, tu n'as pas le temps. Chez Angefi, on est capable de regrouper l'ensemble de ces professionnels de chiffres. Tu te souviens du moment où tu t'es dit je vais arrêter de payer un loyer et je vais acheter? Alors, c'était pas comme ça au début. Ça s'est passé en Angefi tout seul, puis Quentin, puis Chauncey, puis aujourd'hui 10 personnes. On se retrouve dans des bureaux qui faisaient 80 mètres carrés aux allées Tourny, qui commençaient à être petits, Ok. forcément, Oui. avec les passages. Et on était plus à regarder pour louer. Ok. Et on s'est rendu compte que le prix de la location en plein cœur de Bordeaux, c'est à peu près 200 € le mètre carré. On avait la possibilité, en visitant des bureaux, de trouver une occasion d'acheter. Et en faisant tourner un peu les chiffres, on s'est dit c'est peut-être le bon moment de passer à l'action. Tu es passé des locataires à du coup propriétaires. Mhm. T'as pas peur que ton business soit pas à l'équilibre tous les mois pour pouvoir payer le crédit? Alors, c'est la meilleure des remarques. Forcément, avant de te lancer, tu fais tourner les chiffres. Tu as toujours le best case, le worst case. Est-ce que tu es en mesure de payer quand l'activité ne va pas bien? C'est un pari toujours, parce que Oui. tu te projettes. Dans l'immobilier, tu es immobilisé pendant X années. J'étais pas inquiet, puisque je savais où on allait. Je vois où est la stratégie du groupe. Encore une fois, on est passé à 10, des flux complémentaires. Et dans mes projections, je savais que ça représentait un maximum de 10% en termes de charges. Ok. Et finalement, c'était maîtrisé. Et puis après, je sais que tu vas vouloir t'intéresser sur le montage. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est propriétaire des murs, mais ça nous pousse quelque part aussi par Angefi, puisque c'est le locataire Angefi, d'aller au maximum, de tirer le maximum pour pouvoir faire en sorte d'avoir des beaux bureaux pour tout le monde. Ce bureau, tu l'as acheté plus d'1 million, 1,2 million pour être exact. 1 200 000 €, Voilà. frais de notaire et frais d'agence inclus. Angefi faisait combien de chiffres d'affaires à l'époque? Alors, l'année où on a acheté, donc c'était sur la projection, puisque c'est en 2025, Oui. fin d'année 2024, Angefi faisait 450 000 de chiffre d'affaires. Ok. Donc, tu vois, avec ce que je te disais, ça pouvait paraître mettre en péril l'opération. Oui, voilà. Mais forcément, nous, on travaille sur une notion de flux. On avait cette croissance organique qu'il faut maîtriser et qu'on arrive à contrôler par l'absorption de nouveaux clients et de nouveaux conseillers. Et aujourd'hui, on va faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, Ok. on respecte totalement 8 à 10% de coûts fixes pour une location, pour une société commerciale. Parce qu'aujourd'hui, le loyer, c'est combien? Donc là, du coup, on a fixé notre loyer, forcément, en respectant, bien entendu, le prix du marché. On est aux alentours de 8 000, 9 000 € par mois. Ok. Et en location, c'était plus ou moins ça? Un Alors, peu moins? en location, on était à 1 300 € quand on avait 70 mètres carrés. Ouais. Donc, après, on avait fait un super coup. Aujourd'hui, vu la caractéristique de ce bâtiment et son histoire, oui, on fait une belle opération. Et puis, de toute façon, c'est quelque part aussi pour nous enrichir, nous, les gérants et les salariés, Oui. puisqu'on va le voir. On en parlera tout à l'heure. Oui, parce qu'on est quand même cours du chapeau rouge. Voilà, on est cours du chapeau Pour rouge. les gens qui ne connaissent pas Bordeaux, c'est en plein centre-ville. Voilà, C'est pas les Champs-Élysées, mais pas loin. Non, on est content puisque voilà, le marché est ainsi. C'est toujours une question de flux. Tu le vois souvent avec les vidéos avec Shansi. Ouais. Le marché est à tonnes.
Donc forcément, c'est plus les acheteurs qui sont en position de force par rapport à des vendeurs. Et là, aujourd'hui, on achète à mobilier compris, frais compris, à 6 000 le mètre. Donc il reste une très belle opération. Encore une fois, effectivement, il y a toujours une notion de risque, mais ce risque est maîtrisé parce que ça reste une quote-part assez liquide, Oui. puisqu'on est en plein cœur de Bordeaux, au triangle d'or bordelais, au prix de l'achat, même si demain, si ça ne va pas, on n'aura pas de grande difficulté, je pense, à retrouver un repreneur. Ok. Et tu as trouvé comment cet appart? Une annonce, du off-market comme on connaît Alors, on a appelé notre réseau de partenaires, forcément. Comme on tourne un peu Oui. avec tous les professionnels de chiffres, on a appelé des gens de la Transac. Là, on est parti avec Arthur Lloyd, pour les citer, Ok. par Laetitia, même pour la citer. Et elle nous a fait visiter plusieurs logements, enfin plusieurs immeubles professionnels. Et en réalité, à la base, on était vraiment basé sur de la location. Et il s'avère que les propriétaires étaient amenés à négocier. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on a acheté ces bureaux. Mais à la base, on était vraiment sur de la location. Et tu as cherché pendant longtemps ou pas? Ouais, on a cherché quand même quelques temps, parce que forcément, l'équipe, on l'a vu grandir et on savait qu'on avait une projection, puisque tu le vois, on est 10 et je pense qu'on sera 15 ou 20. Donc, on avait une projection. Et donc, ça faisait depuis le début de l'année, donc depuis janvier, moi, j'étais un peu en train de regarder le marché. Et après, c'est en mois de mars, avril, mai, on avait visité une dizaine d'annonces. Immeuble, ouais. Et en fait, on s'est dit que c'était carrément là qu'il fallait aller. Pour donner une histoire un peu sur le bâtiment, si tu veux, Vas-y. c'est l'association de Bridge Club de Bordeaux, donc assez vieillissante, mais remplie d'histoire, puisque à la base, même, ça va avec le cœur de notre métier, c'est les anciens bureaux de la Barclays, Ok. avec la salle de coffre, où nous, finalement, c'est là où on a acheté. Et est-ce que tu as réussi à négocier un peu? Oui, Je pense que oui. oui, bien sûr. Alors, la négociation, elle a été faite comment? Et ça, c'est vraiment pour donner un petit tips. C'est qu'on avait déjà en amont travaillé le dossier auprès de la banque. Donc, on savait déjà qu'on a un premier accord de principe. Ça rassure vachement le vendeur, surtout dans une situation compliquée. Même si on est au triangle d'or, ça faisait longtemps que ce bien-là était à la vente, en Ok. fait. Ah oui. Et donc, nous, on a pu vraiment faire baisser le prix, comme beaucoup de gens aujourd'hui, entre 10 et 15%. Et quand on arrivait avec quelque chose de solide, et puis c'est un bien professionnel qui était détenu par une activité professionnelle, et on savait que lui, d'un point de vue bilanciel, c'était important qu'on respecte une certaine durée pour l'acquisition, du coup, on a joué là-dessus. Ok, nous, on va se battre, on va aller vite. Pour vous, d'un point de vue fiscal, donc dans ces cas-là, il faut faire des contreparties pour nous. Exactement. Ok. Très bien. Et donc, on va passer à la vraie question. Comment tu as financé cet immeuble? Ouais. Tu passais par ton banquier de toujours? Tu as changé? Alors, Tu as mis en compétence? j'ai pas mis en compétence, puisque pour nous, un banquier, c'est pas qu'une source de financement, c'est quand même un humain derrière, Oui. quelqu'un qui nous suit depuis des années. Moi, à titre personnel, il me suit sur un GFI, sur cette SCI qu'on va évoquer, et à titre personnel et sur d'autres structures. Donc, je pense que quand on est une jeune société comme nous, il faut quelqu'un qui voit les comptes, qui comprend où on veut aller et qui connaisse notre expérience et expertise sur la gestion financière. Donc, je suis été voir donc, mon conseiller bancaire, pour la citer, donc le LCL, je leur fais un peu de publicité, qui a bien réussi à nous financer. On va voir tout ça en détail. Et ton conseiller bancaire, il change ou pas? Parce qu'en tout cas, personnellement, mon conseiller bancaire, il change tous les 32, même pas tous les 6 mois. Des fois, Alors, dans le pro, c'est pareil ou pas? alors, dans le pro, ça bouge un peu moins, mais oui, de toute façon, ils sont régis à une certaine... Oui, il faut bouger pour ne pas ouais, faire trop de cadeaux exactement, les ils clients. sont dans une obligation. Mais là, je suis assez content. Un GFI, donc 3 ans et demi, j'ai toujours le même conseil Ok, et je suis très content d'avoir la visibilité avec eux. très bien. Et pour monter le dossier, toi, tu es gestionnaire des patrimoines, mais tu n'es Ouais. pas juriste, tu n'es pas comptable. Tu l'as fait toi-même ou tu t'es fait aider? Alors, je me suis fait forcément aider par beaucoup d'humilité à montrer mon projet, parce que, encore une fois, tu écris des idées, c'est comme une stratégie quand tu commences à écrire un livre, c'est toujours bien d'avoir un avis. Donc, sur la constitution du dossier, non, je ne me suis pas fait aider. Par contre, j'ai été voir un ami qui est responsable de la division du pôle entreprise de la Société Générale dans les Deux-Sèvres, ma femme qui est expert comptable, et d'autres amis aujourd'hui qui travaillent dans le milieu juridique pour vraiment ficeler le dossier. Ces dossiers-là, on va vous les partager si quelqu'un d'entre vous veut faire la même chose qu'un GFI. Donc, il y a un lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à cliquer et aller voir le dossier d'un GFI.
qui les a permis d'acheter un immeuble à, rappelons-le, 1 200 000 euros. Jean-Philippe, tu nous montres un peu le dossier, tu nous Ouais, bien expliques, sûr. il fait combien de pages déjà? Alors moi, il fait 25 pages. C'est pas beaucoup, non? Alors, c'est pas beaucoup. Après, je pense que les chiffres parlent plus que de grands discours. Et là, on est surtout en train de faire une opération financière. De toute façon, après, il faut toujours défendre son dossier devant le banquier. Donc, ça sert à rien de mettre une tonne de documents. C'est surtout de maîtriser les chiffres. Et je pense que de toute façon, pour être convaincant, il faut être convaincu. Oui, Et donc, voilà. pour ça, moi, je me base plus sur des chiffres. Ok. Vas-y, explique-nous un peu. Ouais, alors très simple. Si vous demain vous voulez acheter, forcément vous présentez votre entreprise, ça va de soi, que ce soit l'environnement juridique, comment vous avez créé la structure, pourquoi aussi ce montage-là et comment vous voulez aller plus loin. Nous aujourd'hui, en plus, on avait découlé cette activité en 4 branches. Donc je ne suis pas là pour parler d'un GFI, mais vous le verrez dans le dossier. Donc c'est bien d'avoir cet organigramme, savoir différentes filiales si vous en avez, mais en tout cas les ressources de votre entreprise et les activités afin de montrer que le projet est sérieux. Si vous pouvez toujours, ça a du sens d'avoir une appréciation des clients. Le banquier est assez content de pouvoir financer une entreprise qui marche bien, en tout cas une bonne notoriété. Parce qu'il sait que demain, vous pouvez évoluer, donc il est content d'avoir dès le début ce client. Rappelons-le que ça reste un humain. Un banquier, ce n'est pas un robot. Exactement. Surtout quand on est sur des financements professionnels. Encore une fois, on n'est pas simplement pour mettre dans des cases, puisqu'on va monter avec une structure juridique. Cette structure juridique, on n'est pas simplement sur un financement d'un bien perso. J'achète un bien perso, j'ai mon taux d'endettement de 35%. Si je dépasse pas, si je dépasse, c'est compliqué, etc. Donc là, on est vraiment sur défendre un projet. Bien sûr, on est revenu sur les habilitations et accréditations de notre activité, puisqu'on est un professionnel de chiffres et donc une activité réglementaire, et il faut l'indiquer. Pareil pour vous, en fait, quand vous allez présenter votre activité, soit vous avez donc de l'encours, donc des flux mensuels, des flux trimestriels ou annuels, et ce qu'on appelle du upfront, donc des revenus non récurrents, mais qui peuvent arriver. Donc nous, on a voulu dissocier ça. Moi, je voulais revenir sur l'encours de l'établissement, donc pour rien de cacher, aujourd'hui, donc à l'époque, le 26 mars 2025, on gérait 66 501 000 euros, qui génère forcément de l'encours financier, qui est une source aussi fiable pour la banque et de la valorisation. Et pour nous, de se baser aussi sur la projection, si on continue à évoluer avec cette tendance, qu'est-ce que peut demain être un GFI. Important aussi les moyens de communication. Ça permet de structurer aussi votre entreprise. C'est bien de parler de chiffres, mais savoir comment vous communiquez, ça permet de voir le fond, parce qu'on a vu le fond, pardon, mais c'est aussi important de voir la forme de cette partie-là. Donc nous, on a beaucoup joué là-dessus. On a fait une plaquette institutionnelle, on a une communication multicanaux, une présence dans la presse locale, les Girondins de Bordeaux. On est très fiers d'être partenaires. Et après, bien sûr, il est important de décomposer son activité. Alors, je sais que votre expert comptable, quand vous faites votre bilan, vous avez à la fin ce qu'on appelle des soldes intermédiaires de gestion, qui sont des clés d'indicateurs économiques très importants pour une société. Et moi, j'ai beaucoup voulu jouer là-dessus. Forcément, on a décomposé le chiffre d'affaires, mais il était important de montrer, alors on est une activité de conseil, donc pas de besoin de fonds de roulement, puisqu'en fait, pour vulgariser ma pensée, nous, les seules charges qu'on a, c'est en fait ma masse salariale et certains coûts fixes ici, ce qui me permet d'avoir un résultat d'exploitation assez sympa à avoir. Et du coup, après, on a ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation, donc le fameux EBE, c'est vraiment la marge réelle que le cabinet. Ce qui va s'intéresser votre banquier, c'est ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement. C'est très clairement, à la fin de l'année, qu'est-ce qui reste à la société. Et c'est-à-dire, j'en sais rien, GFI, je prends un exemple, avait 100 000 euros de capacité d'autofinancement, mais c'est-à-dire que le coût du crédit ne doit pas dépasser 100 000 euros, sinon ça pourrait mettre en péril la société. Donc ça, c'est important de bien cibler, de bien définir ces différents clés qui permettent d'avancer. Et forcément aussi de faire ce qu'on appelle un diagnostic de l'entreprise. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu en école de commerce ou à l'université, ce qu'on appelle un SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, parce qu'il est important d'être totalement transparent. Et puis ça vous permet d'avoir aussi une certaine légitimité. Parce qu'on le dit souvent, il est important de connaître ses forces, mais encore mieux ses faiblesses. Et donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus dans la présentation. Et enfin, bien sûr, ce qu'on appelle sur les flux futurs, donc partir sur un business plan prévisionnel. Toujours pareil, best case, worst case, ça veut dire que favorable ou défavorable, comme ça, vous pouvez défendre le dossier. Parce que si demain on vous dit oui, mais attendez, vous êtes passé sur l'autre, ok, là c'est ce que je veux au mieux, mais d'un point de vue négatif, j'arrive à m'en sortir. Et c'est comme ça qu'on a pu présenter ce dossier.
Et on est assez content puisqu'on a fait financer, alors quand on était une jeune société, mais je crois rappelons-le, 3 ans. 3 ans, exactement. Et surtout, nous, on vient de rien à la base. Enfin, ça, c'est important de l'assumer. On vient de rien. On n'a pas eu d'aide. On n'a pas fait de levée de fonds. On va revenir un peu sur le montage. Sur les 1 200 000 euros, on vient avec très peu d'apport, même si on a une carrière auparavant. Comment on a financé l'opération? Parce que c'est peut-être une question que tu vas me poser. Après, justement. Tu veux que je... Vas-y, continue. Okay. Donc, du coup, en fait, on a financé. On sait qu'on a besoin d'apport. Aujourd'hui, les banques ne sont pas frileuses, mais a besoin, vu la difficulté de financement sur ces dossiers, d'avoir un certain minimum. Donc, on a apporté un capital social donc de 100 000. Et après, on a levé, pas des fonds, mais un de nos associés a pu intégrer aussi du cash qu'il avait eu d'une précédente activité. Et donc, qui a mis en gros, grosso modo, 150 000. Et donc, on avait en total un apport de 250 000 pour un projet d'1 million d'euros de financement, donc ce qui fait un total 1 250 000. Et comment on l'a apporté? On a mis 100 000 euros en capital social. Donc pour rappel, actif d'une entreprise, c'est ce que possède l'entreprise. Donc là, j'avais dans mon bilan mon bien 1,2 million. Le passif, c'est ce que doit l'entreprise. En capital social, c'est les fameux 100 000 euros qu'on a intégrés. Donc c'est ce qui appartient à la société. Et après, j'ai ce qu'on appelle du compte courant associé. Donc c'est la dette que la société a envers mon financeur, donc un des associés, qu'on rembourse tous les mois. Nous, on a voulu le faire ainsi, et puis en plus, tout est disponible maintenant sur Internet. 100 000 euros de capital social. Shanxi, moi, en tant que gérant de cette structure, donc qui a 60%. Jérôme, qui a 30%, puisqu'il nous apporte énormément de cash, et on doit respecter ça. Et tout le reste, on l'a fait financer par nos salariés. On les a voulu les intégrer dans la structure. D'une part parce que c'est grâce à eux que l'activité se comporte bien, et puis sans se le cacher, en toute honnêteté, c'est une forme de fidélisation aussi pour eux, puisque à terme, ils seront propriétaires d'un magnifique bureau. Et le reste, donc les fameux comptes courants associés, donc la dette, comme cette personne-là nous prête de l'argent, on a mis ce qu'on appelle une convention de trésorerie, où en fait cet argent qu'il nous prête, c'est comme s'il avait prêté ou les avait mis sur un compte bancaire. On le fait tourner à un taux légal en vigueur qui est de 5,2%. Voilà un peu sur le montage financier. Okay. Là, on est d'accord, c'est l'SCI dont tu me parles. Voilà, exactement. C'est pas un GFI. Non, effectivement, j'aurais dû le dire ainsi, tu as raison. Un GFI donc, est l'activité commerciale, et c'est donc l'autre cabinet de conseil, qui est en fait locataire d'une structure. Et dans cette structure, c'est une société civile immobilière qui possède en fait les murs. Donc une société civile immobilière a comme vocation de faire de l'immobilier. Et effectivement, c'est dans cette société que tu retrouves un capital social de 100 000 euros, où il y a tous les salariés et nous, en tant qu'associés, et Jérôme, et ce fameux compte courant associé. Okay. Et c'est comme ça qu'en fait, on finance le loyer et le compte courant associé, parce qu'on a fait tourner les chiffres, on a forcément un emprunt, cet emprunt un taux nominal, plus coût d'assurance, plus le coût le compte courant associé, et les charges fixes itinérants au logement, ça fait les frais de gestion, de copropriété, etc. Et donc du coup, c'est comme ça que nous, on a pu chiffrer, et cette charge, la détacher sur le compte d'un GFI. Ok. Et au total, vous avez emprunté combien par la banque? On a emprunté, on pourra te le montrer exactement, c'est de la vidéo si ce n'est pas tout à fait juste, mais quasi 1 million d'euros. Ok. Exactement. Sur 25 ans, 30 alors, ans on a fait 20 ans. Alors, c'est aussi très important pour vous, vérifier votre code APE ou code NAF d'une activité quand vous avez créé votre activité. Donc, nous, on est 7022Z qui nous permet d'être profession libérale. Profession libérale, il faut savoir qu'il y a une structure qui s'appelle Interfimo, qui est une filiale spécifique pour le financement de cette profession. Et ça nous a permis d'avoir des taux plus avantageux. Et même si personne ne me croirait dans la vidéo, on a eu des taux inférieurs à 2,70 en taux nominal, sans donner un taux précis, qui aujourd'hui un taux classique est de 3,40 et sur un financement de 20 ans. Et pour acheter des bureaux professionnels. Pour acheter des bureaux professionnels. Normalement, c'est toujours plus cher que quand tu achètes, quand tu finances un bureau particulier. Tu as totalement raison. Enfin, un appart ou une maison. Mais il faut toujours se mettre à la place du banquier. Le banquier, en fait, lui, donc nous, on a notre rentabilité économique. Lui, a sa rentabilité économique qu'on appelle le PNB, le produit de dette bancaire. Et lui, forcément, il peut potentiellement perdre sa marge sur du financement parce qu'il s'y retrouve sur d'autres choses. Et comme on est sur une stratégie à moyen long terme, il finance des bureaux, potentiellement il va financer notre croissance externe, potentiellement il a des flux aussi très importants où
ou important sur la structure. Et donc lui, ça lui permet de faire des choses assez Ça intéressantes. reste une entreprise, une banque. Exactement. Ils ne sont pas là pour faire du social, ni pour faire du... Mais ça, c'est important pour, je pense, nos auditeurs, c'est de comprendre que le financement, oui, vous êtes là pour défendre votre projet, mais défendez aussi le projet du banquier. Oui, parce que lui, il doit après les Exactement, présenter à exactement. son patron. Donc ça, c'est important. Et petite astuce qu'on a fait aussi, puisque tu le sais, hein, on est dans des magnifiques bureaux, on est très content. Là, on est dans notre studio d'enregistrement, Voilà. qui est plus ta pièce d'ailleurs. Hein. Exactement. on est hyper content d'avoir mis du mobilier. Et ça, c'est une petite astuce aussi qu'on a réalisée. Donc forcément, tu finances ton foncier. Après, tu t'y retrouves, mais il faut tout habiller, tout ça. Oui. Et là, tu n'es plus sur un crédit pour l'immeuble. Tu es donc un crédit perso, en fait, une petite rallonge de trésorerie pour pouvoir acheter les murs. Donc, ce qu'on a fait, et ce qui est totalement légal, hein, c'est que le temps qu'on commence les travaux, etc., nous, on ne pouvait pas. Parce que tu sais, un crédit, ça peut prendre 3 semaines, un mois à décider. Voilà. Et donc, ça, c'est possible de le faire, puisque un GFI étant locataire d'un GETIF, d'accord, donc les bureaux, forcément, donc la SCI est propriétaire des bureaux et dont le locataire est un GFI, on a mis en place ce qu'on appelle une caution. Et cette caution, quand on est sur du bien professionnel, on n'est pas comme sur un bien personnel où c'est maximum 3 mois. Oui. Là, donc, on a mis 6 mois. Comme je te l'ai évoqué, donc, on est à 8 000 net hors charge. Donc ça fait 8 000 x 6, 48 000, ce qui nous a permis de vivre sur cette trésorerie pour pouvoir faire les travaux et ensuite débloquer la ligne crédit pour pouvoir faire ça. Oui, sachant que c'est ta propre entreprise, tu peux faire ce que tu veux. Toujours dans un respect légal et comptable. Oui, non, mais dans le côté légal, si tu n'as pas de limite de caution et que tu en as besoin de cet argent-là, il faut profiter pour ne pas rien faire pendant 3 mois et perdre ces 3 mois dans... Tu as totalement raison. Et ce qu'on a fait aussi entre-temps, parce que donc, pour les gens qui nous écoutent, puisqu'on s'est retrouvé forcément on était locataire des bureaux. Quand on arrête du jour au lendemain, le propriétaire, lui, il n'est pas trop forcément d'accord. Oui. Donc, le temps qu'on fasse les travaux, on avait ce qu'on appelle la possibilité de ne pas payer les mensualités tant que les travaux soient finis. C'est-à-dire qu'on débloque l'entièreté du crédit. Donc, ça nous a permis d'avoir cette notion de trésorerie nécessaire. Et avec ces jeux aussi de caution qu'on a demandé, nous permettent de commencer les travaux et après qui a été repris par le relais du crédit. Ok. Donc ça, c'est important pour vous dans le financement. Il y a cette notion-là et cette convention de compte courant associé, ça s'appelle une convention de trésorerie, où finalement, si vous prêtez votre argent au fin d'une structure, n'oubliez pas que vous pouvez faire en sorte que l'argent que vous avez prêté soit rentabilisé et que vous ayez ce qu'on appelle des intérêts. Oui, c'est vrai que la fois où tu me racontais un peu le dossier que vous allez voir et que vous allez pouvoir décortiquer, il y a toi-même, tu peux te faire aussi des intérêts payés entre la boîte, l'SCI, et c'est pas juste la banque ou les actions. Alors, de toute façon, c'est obligatoire pour une simple et bonne raison. Si c'est une société qui prête à une société, sinon ça peut être considéré comme un abus de droit et un abus de bien social, sinon, puisque la société, c'est quoi son intérêt de prêter de l'argent si elle n'a pas une contrepartie? Les sociétés ne font pas de social. Exactement. Ces types de sociétés ne font pas de social. Très bien. Et sur les SCI, il y a des choses à savoir? Toutes les SCI sont pareilles? Non, bien sûr que non. Donc, une société civile, donc déjà, c'est une société civile, c'est une forme juridique. Tu peux avoir une société civile patrimoniale, tu peux avoir une société civile immobilière. Si tu es une société civile immobilière, tu as prépondérance immobilière, c'est ce qui est le cas pour un GETIF. Tu peux être sur une société civile à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Oui. Si tu es sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que nous, chaque associé doivent déclarer les revenus sur notre déclaration fiscale. Les loyers que vous percevez de Exactement. GFI. En revanche, nous, on ne pouvait pas faire cette notion-là. Alors déjà, ça n'avait pas un intérêt fiscal, mais parce qu'on est sur une entreprise professionnelle, une activité professionnelle, et donc forcément, on est à l'impôt sur les sociétés, puisqu'on a une activité commerciale. Donc c'est pour ça, une société civile immobilière, à l'impôt sur les sociétés. Oui, tu peux faire ça quand tu achètes un appart, en famille. Pour faire du résidentiel. Voilà, là, on est un bail commercial. Là, tu peux faire soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur la société. Exactement. Okay. Et là, on a choisi, donc possibilité, vraiment dans le détail, à l'IS, soit tu as la TVA en réel, soit tu es en fait en franchise de TVA. Donc soit c'est assujetti à la TVA, soit franchise de TVA. Nous, on a voulu
être en franchise de TVA, c'est-à-dire qu'on n'a pas de TVA sur les loyers, même si on a fait des travaux où on aurait pu récupérer les 20%, Ok. parce que ça coûte cher à un GFI tu vois, si on Comptablement est 8 000 parlant euros, ou... il faut rajouter 1 600 euros. Ouais. Et ça dépend de votre activité. Hein. Nous, pourquoi? Parce que on est une activité de conseil avec de la rémunération aussi sous encours. Donc, on n'a pas 100% de TVA, on ne récupère pas 100% de la TVA. Et donc, c'est proratiser la TVA. Donc, en fait, ça coûtait plus cher d'enlever Ah oui, la tu TVA. récupères pas 100%? Non, À nous, terme, à terme, si. un GFI, on ne récupère pas 100% de la TVA. Par contre, une activité de conseil pur ou dans le bâtiment qui récupère la TVA, là, ça peut avoir du sens que ces travaux soient récupérables sur la notion des TVA. Donc, ça dépend de votre activité. Donc, nous, Ça, c'est parce que c'est une activité financière. parce qu'on est une activité financière où on a des commissions qui ne sont pas forcément assujetties à la TVA. Oui, Tout simplement. voilà. Voilà. Ah bah c'est bien de savoir qu'on peut Exactement. se dire oui ou non à la TVA. Tout le monde peut dire mon loyer professionnel, ça c'est le propriétaire qui décide s'il veut ou pas être... Ah bah là, dans le montage de la SCI, puisqu'on est propriétaire, on aurait pu faire en sorte de récupérer la TVA. Donc, on a fait ces travaux. Donc, forcément, imaginons sur 100 000 TTC, j'aurais pu récupérer 20 000 de TVA. Si, de mon côté, donc là, j'ai un GFI qui va payer un loyer. Donc, ce loyer, un GFI, 8 000 x 12, ça fait 96 000. X 20, donc, on récupérait la TVA. Sauf qu'un GFI, de son côté, donc là, c'était bien pour la SCI, mais un GFI, nous, ne peut pas récupérer on ne cette récupère TVA, pas là. la TVA. Donc, en soi, ça coûte 20% plus cher. Donc, une perte financière forte pour un GFI. Donc, on passe plus de 10% de coût, mais réellement Ok. quasi à 12-15%. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Après, quand tu loues, tu payes pas la TVA, on est d'accord? Alors, ça dépend. Tu peux être sur un bail avec TVA. Ok, Ouais. mais c'est pas courant. Non, c'est pas courant. Par contre, tu peux faire le montage quand c'est ton propre immeuble. Tu peux te dire, bah, ça m'intéresse ou pas de payer la TVA. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Sur le côté SCI, est-ce que tu as d'autres conseils à dire aux gens? Ah oui, SCI, donc Société Civile Immobilière, qui dit société, forcément on est deux. Là, nous on est plus, hein, tu as Oui. compris. Ça reste une société, donc vous avez des associés. Une association, c'est comme un mariage. On prépare le mieux et on évite le pire. Ce qu'on appelle un contrat de mariage, eh ben, nous on a fait ce qu'on appelle un pacte d'associés. Oui. Très important de toujours maîtriser et de savoir, toujours pareil dans tout, worst case, best case. Si ça se passe bien, c'est toujours très bien. Sinon, dans le pire des situations, voilà ce qui peut se passer, donc évitons ça. Avoir quand même conscience d'une chose, c'est que c'est super, puisqu'on fait, on fait du financement par l'activité économique, donc notre société d'exploitation. Finalement, au lieu de lâcher un loyer, on l'intègre pour nous, donc on s'enrichit titre personnel. Mais il ne faut pas oublier deux choses. C'est que vous allez amortir la valeur du bien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on part d'1 million, hein, de manière simple. Si dans 20 ans, on rembourse le bien, on retrouve avec une valeur d'un bien qui vaut 0. Donc, si on revend au même prix, la plus-value, elle est énorme. D'accord? Oui. Et donc, la plus-value, taxation à l'impôt sur société en vigueur demain, on ne sait rien. Restons allés à 22%, une moyenne, allez, d'accord? C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la loi LMNP ou les amortissements. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait? Ok. Alors oui, sauf que pour la loi meublé non professionnel, pardon, on est sur le régime des personnes physiques. Et donc en fait, oui, si on fait le parallèle entre une SCI à l'IS et du LMNP, de manière assez simple. En LMNP, sur une même base, hein, 1 million, d'accord? C'est pareil, j'amortis, donc j'ai une valeur de 0. Bon. Par contre, l'impôt sur la plus-value n'est pas basé pareil. Parce que je vais pouvoir avoir des abattements sur des durées de détention. LMNP, si tu passes 20 ans, tu n'as pas un abattement. Tu payes très peu en impôt sur le revenu, encore beaucoup sur les prélèvements sociaux, mais c'est un peu comme ça. Alors que là, c'est assez simple. Tu as 25% de taxation, allez, on va dire 22%, parce que tu as une tranche à 15 et 25 Oui. au lieu d'aujourd'hui. Donc ça nous fait 220 000 d'impôts. Et tu sais très bien qu'après, pour sortir, il faut la notion de la flat tax. Aujourd'hui, la flat tax, elle est vachement dégrillée. Hein. On est à 30%, potentiellement, elle sera à 35, 40, 50 ou j'en sais rien. Et donc, il faut avoir quand même conscience que tu vas avoir une forte imposition demain sur ce type de bien. Oui, si tu revends. Si tu revends. Après, tu peux le mettre en location. Après, tu peux le mettre en location, mais toujours pareil, si tu loues, après, tu as des revenus qui est imposé sur la société. Et si tu veux récupérer les loyers, tu as cette notion de flat tax. Mais ça a quand même un intérêt. Bah oui, bien sûr, c'est un intérêt. Parce qu'en réalité, dans notre cas, et j'en suis très fier de pouvoir l'avoir fait dans ce montage-là, ça nous a permis d'avoir des gens chez nous qui ont potentiellement mis que 1 000 euros dans le bien, donc qui ont 1% du bien. Mais en réalité, en mettant 1 000 euros, même s'ils sont une forte taxation, le bien il vaut 1 600 000 euros.
1% d'1 600 000 euros, ben c'est 16 000 euros. 16 000 euros, tu enlèves 50% de fiscalité. Ben, ils ont quand même pris 8 000. Donc, ils ont fait quand même rien sur le montage. Fois 8, x8 sur 20 ans, c'est un bel investissement. Donc, non, là-dessus, on est hyper content. Et puis, c'est mieux d'être chez soi parce que tu fais un peu ce que tu veux à l'intérieur aussi. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le dossier que tu voudras dire? Non, j'étais hyper content parce qu'on a fait des flux, qu'on a travaillé le dossier, donc tu vois, la date de 26 mars, et j'ai vu un peu les bits, le Rex, la cave que j'aurai demain, etc. Et je suis assez content parce qu'on va être bientôt fin d'année. Là, je fais mon prévis avec mon expert comptable. Je pense qu'on va être quasi à l'identique des chiffres qu'on évoquait. Donc ça, on est hyper content. Donc tu as fait un vrai professionnel, pas un professionnel Non, un peu non. au doigt mouillé. Non, et puis en plus, alors ça, c'est la meilleure des remarques. Parce qu'on peut faire vivre ce qu'on veut avec les chiffres. Et en plus, le pire, c'est qu'on va se le persuader. Et c'est là où on va vouloir aller quelque chose de trop compliqué. Et c'est là où on va se mettre finalement dans la mouise. Ah oui. Donc non, il vaut mieux être sur du réel. Et vaut mieux pas pipoter un banquier parce que mine de rien, il a l'habitude de voir vos activités. Et il sait à peu près une activité commerciale, la marge, etc. Faut pas non plus être déconnant. Parce que quelque part, c'est vous mettre en péril sur un projet à long terme. On ne peut pas dire que je vais faire x10 en un an. Non. Ou alors, il va falloir vraiment bien le démontrer. Oui, voilà. Alors, je connais quelqu'un qui s'appelle Trump. Ok. Si tu avais un conseil à quelqu'un qui veut faire pareil, le conseil ultime. Lance-toi. Lance-toi parce que l'immobilier aujourd'hui a une vraie opportunité, est une vraie opportunité. Alors je sais, on va te dire, c'est jamais le bon moment, pas bon moment. Écoute que toi, parce qu'aujourd'hui les bureaux, il a vécu une sacrée crise. Hein. C'est la classe d'actifs qui a le plus souffert. Donc si tu es en capacité, fais-le. Je sais que j'ai pas mal de copains qui, eux, sont en espace de coworking depuis des années. Et alors je critique pas du tout ces centres d'affaires, mais qui payent vraiment en fait cher, surtout quand on a un fort développement par rapport au poste. Et là, il a la capacité, une maturité qui leur permet d'acheter. Si tu fais un bon montage, si tu maîtrises ton activité, tu sais où tu veux aller, parce que sans aucune arrogance, on travaille dans ce domaine, donc c'est beaucoup plus simple. Mais quelqu'un qui a 3, 4, 5 ans, qui peut se faire aider, et j'espère que ça va aider quelqu'un à voir un petit peu les différents repères, lance-toi. Ça ne te coûte rien d'essayer dans tous les cas. Ok, très bien. Voilà. Bah, merci. Avec plaisir. Toujours un plaisir, Miguel. J'espère que ton dossier va aider quelques-uns à acheter un immeuble, un appart, un bureau. Je le souhaite, en tout cas. Parce que l'important, c'est de saisir l'opportunité. Et on est toujours content qu'un client ou une connaissance ou n'importe quelle personne s'enrichit, vu la difficulté aujourd'hui de le faire. C'est clair. Bon, si jamais quelqu'un réussit, n'hésitez pas à revenir à revoir la vidéo et nous dire en commentaire. J'ai réussi à acheter mon immeuble, mon appart. J'ai vu la vidéo, je me suis lancé. Et grâce à JP, j'ai réussi à convaincre mon banquier. On est là pour l'aider sinon. Merci. À bientôt. Au revoir.